Tidiane Diaye, Le jaune et le noir, enquête historique. Les Chinois n'ont pas inventé les échecs, mais depuis 4000 ans, ils disposent, avec leur jeu de Go, d'un redoutable exercice de stratégie aux règles très subtiles. Les joueurs placent leurs pions, noirs et blancs, sur un damier de 361 intersections. Le principe consiste à conquérir ou à contrôler le maximum de territoire. C'est à cela que jouent les Chinois en Afrique contre les anciennes tutelles coloniales. Autrement dit, l'Empire du Milieu y applique une stratégie précise et calculée au détail près pour bouter l'adversaire occidental hors de l'espace africain. C'est presque réussi, l'épopée africaine de Pékin ressemble à une conquête triomphale. La stratégie millénaire et récente de la Chine-Afrique, sa traite intercontinentale et son racisme olympique. Cette Chine-Afrique, à qui le passif colonial occidental sert de cheval de Troie, avec ses gigantesques dévastations, aux pillages subtilement organisés, voici l'enquête historique de l'anthropologue franco-sénégalais Tidiane Diaye, qui fait éclater, preuve en main, un nouveau scandale planétaire. Comme à la lecture de ses 3 livres précédents, publiés dans Continent Noir. Traduite et largement débattue dans le monde entier, l'œuvre de Tidiane Diaye n'a de cesse de nous montrer les dessous de l'histoire. Ici, c'est le néocolonialisme chinois, d'île non regardant, pour la prédation économique et implacable domination. Chapitre 2. Passif colonial des Occidentaux ou le cheval de Troie des Chinois. La traite des Noirs n'était pas vraiment préméditée. Les navigateurs européens savaient ce qu'ils cherchaient, mais ignoraient ce qu'ils allaient trouver et comment ils allaient le trouver. Joseph Kizerbo. Après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste de Mao Tse-tung, en 1949, la Chine, devenue révolutionnaire et anticolonialiste, rétablit des liens avec des pays africains, en brandissant comme viatique l'émancipation de ces peuples opprimés. Pékin avait pressenti que soutenir la décolonisation lui donnerait l'occasion de nouer, de manière inédite, des contacts privilégiés qui se transformeraient tôt ou tard en d'intéressantes relations économiques. Durant cette période transitoire de domination coloniale, tout rapprochait la Chine des pays africains qui brisaient leur tutelle occidentale ou étaient en passe de le faire. La fraternité sud-sud était alors un élément fort et récurrent dans le discours chinois. La Chine est le plus grand pays en développement du monde, tandis que le continent africain regroupe le plus grand nombre de pays en développement et dominés. Ce principe pacifique de solidarité devait servir de base à l'organisation d'une conférence afro-asiatique. Celle-ci a eu lieu à Bandung, en Indonésie, du 18 au 24 avril 1955. Elle accueillit 6 pays africains, dont l'Égypte et l'Éthiopie. Le Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, au nom de l'Asie, tendit la main à l'Afrique en ces termes. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que l'immense tragédie qu'a vécue l'Afrique depuis plusieurs siècles, du point de vue tant racial que pratique. Il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux de ses possibilités, car nous sommes des continents frères. Lors de cette conférence, nombre de responsables de mouvements de libération nationale sollicitèrent du Premier ministre chinois Chen Enlai, dit l'Africain, armes et subsides. La Chine fournit des cargaisons d'armes aux guerrieros des colonies portugaises. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Sao Tomé-Principe, Cap-Vert. Et à la branche armée de l'ANC qui combattait le régime raciste de l'apartheid. Son aide sera tout aussi précieuse pour les mouvements anticolonialistes d'Algérie et de Rhodésie du Sud. La Chine y formait des spécialistes en guérilla et leur procurait une assistance militaire. Dans le même temps, après la nationalisation du canal de Suez en 1956, elle apportait son soutien à Gamal
Abdel Nasser contre la coalition franco-britannique. À la conférence de Belgrade, en septembre 61, et à celles qui suivirent, la République populaire de Chine profita de toutes les tribunes internationales pour appeler à la décolonisation totale de l'Afrique. Ses contacts directs avec l'Afrique se limitaient alors principalement aux pays d'Afrique du Nord. C'est après la vague d'indépendance des années 60 que ces liens se diversifièrent. La Chine ne se contenta pas de nouer des relations diplomatiques avec les pays subsahariens. Elle leur fournit une aide financière et militaire, ainsi qu'une assistance, surtout dans les secteurs de l'agriculture et de la santé. Mais elle commençait déjà à entreprendre quelques grands travaux d'infrastructure. En fait, le chemin de l'actuelle Chine-Afrique a été balisé entre 63 et 64 par le Premier ministre Zhou Enlai lorsqu'il entreprit une tournée de 3 mois pour visiter une dizaine de pays africains. La Chine cherchait alors à rallier le maximum de pays du continent noir dans son combat idéologique autour du concept que le président Mao Tse-tung avait baptisé « théorie des trois mondes ». Le grand timonier décrivait un monde divisé en 3 blocs distincts. Dans ce schéma, le premier monde incluait les États-Unis et l'URSS, seules superpuissances impérialistes. Les pays développés de l'Europe occidentale, le Japon, le Canada et l'Australie étaient le deuxième monde. En dessous de ces deux univers politiquement et économiquement puissants, les pays sous-développés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine constituaient le tiers-monde. Et le leader chinois présentait ce dernier comme la principale victime de l'oppression et de l'exploitation capitaliste, néocolonialiste ou social-impérialiste des deux premiers. Jusque dans les années 70, les relations entre la Chine et l'Afrique évolueront dans le cadre de cette conception idéologique du monde, avec en toile de fond l'ambition de suprématie internationale du Parti communiste chinois. Un des premiers résultats de cette stratégie fut de permettre à la Chine de rompre avec l'isolement diplomatique qui était le sien depuis la fin de la guerre de Corée. Sa présence à toutes les conférences du groupe du tiers-monde lui valut de revenir sur le devant de la scène internationale. En 71, c'est avec l'appui massif des pays africains qu'elle a pu dépouiller Taïwan de sa qualité de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, réussissant ainsi à siéger à côté des grands de ce monde. En remerciant et pour renforcer ses liens avec l'Afrique, elle y envoya des techniciens chargés d'assister ses pays frères. Beaucoup de médecins et d'ingénieurs agronomes partirent en réalité pour transformer ce tiers-monde en base anti-impérialiste faisant contrepoids à l'Occident. Mais le réalisme économique allait bientôt réorienter la stratégie idéologique chinoise. Après la mort de Mao, celle-ci va laisser la place à une véritable coopération économique. Ce changement s'explique par la nécessité de reconstruire une économie laissée exsangue par la révolution culturelle. Les besoins en produits de première nécessité et en équipement de base étaient énormes pour un pays qui avait à gérer la première population du monde. Les résultats de cette ouverture économique, commerciale et financière en direction de l'Afrique ne tardèrent pas à se manifester. D'autant que la Chine demanda d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui ajouta à son siège permanent aux Nations Unies, aux Nations Unies, lui permit de devenir un acteur à part entière dans la mondialisation. Au sein de l'OMC, la Chine se veut désormais le porte-parole des pays en voie de développement en prenant un nouveau dialogue sud-sud. Son économie ayant décollé grâce aux réformes engagées en 1978, elle a dû trouver des marchés pour écouler les importantes productions de ses usines lancées à plein régime. Matériel électronique, médicaments, vêtements, chaussures, produits alimentaires, BTP. C'est ainsi que, dans le déclin de la nébuleuse France-Afrique, s'est peu à peu imposée une Chine-Afrique aux contours imprécis. Dans cette offensive,
Le charme, l'Empire du Milieu, a un cheval de Troie. Il ne manque jamais de fustiger le passé colonial de l'Europe, qu'il qualifie de plus grand méfait de l'histoire du continent noir. Il aime aussi à rappeler, avec un certain cynisme, que c'est à son génie créateur que les nations européennes doivent les moyens qu'elles ont mobilisés pour découvrir, envahir et coloniser l'Afrique. Comme le notait en effet le philosophe anglais Francis Bacon, trois inventions sont à l'origine de la suprématie des Européens consécutive aux découvertes maritimes qu'a connues la fin du XVe siècle et qui ont changé la face du monde. La boussole, la poudre et l'imprimerie. Or, ces inventions émanent du génie chinois. De toutes les grandes découvertes chinoises, la boussole est sans doute l'une des plus déterminantes dans l'histoire de l'humanité. Les Européens s'en servirent dans leur grand mouvement d'expansion pour chercher et trouver l'Afrique. Elle rendit possible leur voyage, donc leur découverte. Ils ont ensuite été aidés dans leur politique de colonisation par la supériorité militaire que leur procurait la poudre et les armes à feu. Quant à l'imprimerie, présente en Chine dès le 8e siècle, soit 7 siècles avant Gutenberg, elle leur a permis de répandre leurs connaissances et d'imposer leur modèle de civilisation. Mais les Chinois sont surtout soucieux de justifier la solidarité Chine-Afrique en affirmant avoir été victimes au même titre que les Africains de cette entreprise coloniale. La Chine et l'Afrique, disent-ils, ont connu le même sort dans le passé et souffert dans l'histoire contemporaine et moderne de l'agression et de l'oppression colonialiste. Et tout en jetant un voile obscur sur leurs passés esclavagistes, ils ne se privent pas d'agiter celui des Occidentaux sur le continent noir pour mieux se rapprocher de son histoire et ravir la sympathie de ses peuples. On peut néanmoins se poser des questions sur la portée réelle d'un tel discours en direction de populations qui ne sont plus directement concernées par l'époque et les faits évoqués. La rhétorique anti-européenne des nouveaux venus asiatiques ne s'adresse-t-elle pas qu'à un petit nombre d'individus? Combien d'individus de ce continent, qui est le plus jeune de la planète, peuvent-ils réellement comparer l'époque coloniale à la présence chinoise d'aujourd'hui? L'Afrique est jeune, avec un âge médian de 17 ans. 45% de ses habitants ont moins de 15 ans. Quant aux plus de 65 ans, qui avaient au moins 15 ans au moment des indépendances, ils ne représentent que 3% de la population. D'un autre côté, tenter d'écarter ou de passer sous silence les conséquences postcoloniales de l'occupation européenne de l'Afrique relèverait sans doute d'une singulière malhonnêteté intellectuelle, voire d'une escroquerie mémorielle. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'intellectuels africains débattent de ce jeu, de ce sujet. Il faut rappeler que, jusqu'au milieu du XVIe siècle, les monarchies portugaises et espagnoles s'étaient arbitrairement partagé la domination des mers et l'accès aux territoires hors de l'ancien continent. Pour son malheur, l'Afrique possédait d'immenses richesses naturelles qui ne pouvaient qu'attiser la convoitise et faire d'elle la principale source d'approvisionnement de l'Europe. Sur les pays âprement disputés et conquis, les Européens délimitaient leur territoire. Ils leur donnaient des noms de leurs crus, inspirés le plus souvent par le produit caractérisant l'endroit. Côte d'Ivoire, Côte de l'Or, Saint-Georges-de-la-Mine, etc. Dès qu'on proclame qu'il n'y a de richesse que d'or, tous les moyens, par la guerre ou par le commerce, sont bons pour s'en procurer. Bien que ces conquérants aient cherché des denrées rares, qu'ils aient rempli accessoirement une mission civilisatrice, voire d'apostolat, il n'en demeure pas moins que l'appât du gain l'emporta sur toute autre considération. Du moins, jusqu'à ce que la découverte du Nouveau Monde ne transforme, par un accident de l'histoire, les Européens, Portugais, Espagnols, Français, Anglais, en trafiquants d'êtres humains. Cela fait dire à l'historien africain Joseph Kizerbo, la traite des Noirs n'était pas vraiment préméditée. Les navigateurs européens savaient ce qu'ils cherchaient,
mais ignoraient ce qu'ils allaient trouver, et comment ils allaient le trouver. Après l'or, ce fut la main-d'œuvre nécessaire à la mise en valeur du Nouveau Monde, par une ponction humaine énorme et sans précédent. La traite négrière s'est imposée comme un pis-aller et comme la conséquence inattendue d'un débat qui eut lieu en Espagne, grande puissance européenne et mondiale de l'époque, à propos du statut théologique des peuples amérindiens, massacrés et réduits en esclavage pour la mise en valeur du Nouveau Monde. Une réunion fut convoquée le 15 août 1555 par Charles Quint, 1550, empereur du Saint-Empire romano-germanique, d'Espagne et d'Amérique latine, dans la chapelle du collège Saint-Grégoire de Valladolid. Le débat opposait les représentants du monarque au révérend père dominicain et était arbitré par Monseigneur Salvatore Roncieri, envoyé de sa sainteté le pape et le président un conseil de 15 juges théologiens et experts de l'Amérique. L'événement est resté dans l'histoire sous le nom de controverse de Valladolid. Pour la première fois, disait-on, une nation conquérante et opprimante acceptait de débattre des conditions de vie réservées à des populations vaincues et asservies. Le dominicain Bartolomé de las Casas, fils d'un des compagnons de Colomb et évêque de Chiapa, dénonça avec véhémence la barbarie des conquistadors. Les Indiens, venez à nous, disait-il, avec victuailles et sourires. Mais 3000 hommes, femmes et enfants furent passés au fil de l'épée en ma présence sans aucune raison. Il défendait l'idée que tous les hommes sont frères et sortis du même moule, jugeant absurdes les notions de demi-homme ou d'homme inférieur. Son contradicteur, Fray Juan Gines, de Sepúlveda, chroniqueur et chapelain de Sa Majesté et redoutable polémiste, s'efforçait quant à lui de rejeter les Indiens hors de la sphère humaine. Les Indiens, affirmait-il, sont aussi différents des Espagnols que les êtres cruels peuvent l'être des doux, et les singes des hommes. Leur infériorité et leur perversité font des Indiens des êtres irrationnels. L'envoyé du pape finira par reconnaître à ces malheureux hommes rouges une âme. Ils étaient donc rachetés par le sang du Christ, pourvu qu'ils se convertissent à la vraie foi. En fait, Las Casas remportait une victoire éphémère, car cette bonne âme charitable de Roncieri reconnaissait tout simplement que les Indiens constituaient une piètre main-d'œuvre souvent réticente, et qu'il devenait urgent de trouver une race de substitution plus robuste, accoutumée à la chaleur, facile à gouverner et apte à manier la houe et le coutelas. Comme l'Afrique regorgeait de braves valides et sans tutelle, il n'y avait qu'à se servir. L'envoyé de sa sainteté, homme délicat, devait justifier la cause en ces termes. S'il est clair que les Indiens ont une âme, en revanche, les habitants des contrées africaines sont plus proches de l'animal. Ils sont noirs et frustres. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Toutes leurs activités sont physiques, et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et domestiqués. Ils n'ont pas d'âme et ne sont point nos semblables. C'est ainsi que, pendant plus de 3 siècles, l'Afrique allait servir aux nations occidentales d'immenses réservoirs de main-d'œuvre servile, travaillant à mettre en valeur le Nouveau Monde, avant de devenir une énorme réserve de matières premières et de produits agricoles quand le temps de la coloniser sera venu.